brièvement Olivier Feuillet. On va essayer de tenir d'autant de parole. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Nathalie Goulet, je suis sénateur et secrétaire de la Commission des Finances. Je suis accompagnée de mon collègue Sébastien Maman, qui est aussi membre de la Commission des Finances, Charles Pratt et Luc Rotey pour cette première table. Nous allons ce matin parler de fraude fiscale et de fraude sociale. Très brièvement, dans la situation financière et budgétaire dans laquelle est la France, il est extrêmement important de lutter contre ces deux fléaux. Alors, la fraude fiscale, c'est simple, c'est l'argent qui ne rentre pas. Bon, ça on le sait, on a un arsenal de lutte contre la fraude fiscale, on a aussi autant de fraudeurs que de taxes, et en plus, on a des fraudeurs qui sont tous extrêmement créatifs. Donc vous connaissez tous et toute la problématique de la fraude fiscale. La fraude sociale, je dirais que c'est presque pire parce que c'est de l'argent qu'on sort tous les mois. C'est un chèque que nos caisses d'assurance maladie, que nos caisses de retraite, que nos départements font tous les mois à des bénéficiaires qui ne devraient pas les toucher. Donc c'est de l'argent qui sort. C'est pas de l'argent qui rentre pas, c'est de l'argent qu'on sort tous les mois. Et la situation est quand même extrêmement préoccupante. Parmi cette fraude sociale, Charles et notre ami Luc Rotey vous en parleront, il y a notamment la fraude documentaire, qui est un problème majeur, et qu'on essaye de porter au niveau national, de façon à ce qu'on essaye de prendre des mesures précisément pour lutter contre la fraude documentaire. La fraude documentaire, ça va de la fausse pièce d'identité à l'usurpation d'identité. Et vous avez probablement tous parmi vos proches des gens qui ont été victimes d'usurpation d'identité. C'est totalement kafkaïen, c'est extrêmement compliqué, c'est une fraude extrêmement perverse, c'est une fraude qui coûte extrêmement cher. Voilà, donc je vais immédiatement laisser la parole à Charles Pratt sur la fraude à la sécurité sociale, qui fait partie de mes TOC, mes troubles obsessionnels compulsifs, parce que j'essaye avec les conseils de Charles et avec le travail de nos services de faire prendre conscience de ce problème majeur de fraude documentaire et de fraude à la sécurité sociale. Charles va vous en parler dans une seconde. Alors ça marche où? C'est là, 1, 2, 1, 2, oui. Oui, bonjour, merci à tous d'être là. Je crois qu'il y a encore des gens qui arrivent au fur et à mesure. C'est bien pour ça que je le renvoie à l'écran là, donc je peux dire quel slide faire passer. Donc ce matin, globalement, l'idée c'est de vous parler de la fraude aux finances publiques dans le cadre des débats qui sont organisés en ce moment, là jusqu'au 15 mars, sachant qu'on n'est pas dans un grand débat du président de la République. Je ne me mettrai pas debout en bras chemise, désolé. Je resterai assis avec le micro. Mais par contre, l'idée c'est un petit peu de vous montrer 2-3 aspects de la lutte contre la fraude aux finances publiques, parce que le principe, en tout cas moi, ma position et ce que j'essaye d'expliquer depuis quelques années, c'est qu'il vaut mieux prendre l'argent dans la poche des voleurs et des fraudeurs plutôt que dans celle des contribuables. Bon, c'est pas tellement la politique qui est suivie depuis très longtemps dans ce pays, puisqu'on a un peu tendance à aller chercher l'argent dans la poche des contribuables, c'est tellement plus facile. Mais l'idée, c'est de vous montrer qu'on peut faire différemment, qu'on peut faire mieux, qu'on peut faire plus juste, et notamment prenons 2 exemples en focus, à savoir ceux dont vous avez peut-être entendu parler depuis 2 mois, cette problématique de la fraude documentaire, donc à l'immatriculation à la sécurité sociale, dont on va parler tout d'abord, et ensuite de la fraude à la TVA. Vous verrez qu'il y a des petites choses assez amusantes aussi, intéressantes à faire en matière. Et à la fin de la matinée, on élargira sur la problématique du consentement à l'impôt. Est-ce qu'on peut faire des réformes pour un impôt plus juste? Et vous verrez que la conception de la justice fiscale des Français n'est pas forcément celle que l'on croit ou celle dont on rebat les oreilles à la longueur d'émissions de télévision ou des colloques universitaires, mais plutôt à 180 degrés. C'est assez amusant. Donc, on va commencer par la fraude à l'immatriculation, donc à la sécurité sociale. Vous savez, très rapidement, fraude aux finances publiques, vous avez la fraude fiscale, il y a plus la fraude douanière d'ailleurs dedans. Je vois des collègues, enfin des anciens collègues éminents de la douane et de la DNRED qui sont dans la salle.
c'est mon ancien métier avant d'être magistrat. Donc fraude fiscale, fraude sociale, qui se décompose en deux, la fraude aux cotisations sociales, tout ce qui est travail au noir, sous-déclaration de travail, etc. Et de l'autre côté, la fraude aux prestations sociales. Alors il y a eu des évaluations qui ont été faites. En matière fiscale, c'est assez compliqué, on en parlera tout à l'heure sur la TVA. Le principal chiffre qui circule, c'est 60 à 80 milliards d'euros, réévalué à 100, c'est un chiffre syndical, mais dans la méthodologie d'appréciation, peut peut-être laisser un peu à désirer par certains aspects. En matière de cotisation sociale, l'évaluation qui avait été faite par la DLNF, je crois d'ailleurs qu'il y a quelqu'un de la DLNF dans la salle, et donc qui avait été validée par la Cour des comptes à l'époque, c'était entre 20 et 24,9 milliards, 25 milliards d'euros par an. En revanche, sur la fraude aux prestations, vous n'avez pas d'évaluation à faire sur l'ensemble des branches de la sécurité sociale. La branche famille fait une évaluation annuelle, à peu près 1 milliard d'euros de fraude estimée. La réalité est certainement supérieure. La Cour des comptes l'a encore dit dans son dernier rapport de certification des comptes de sécurité sociale. En revanche, vous n'avez pas d'évaluation officielle de la branche maladie, ni de la branche vieillesse, ni de l'accident de travail, maladie professionnelle, etc. Bon. Sur la branche maladie, je fais rapidement une parenthèse. Vous avez quand même deux rapports de l'EHFCM, qui est un organisme européen, qui chiffrait la fraude à 5,56%, puis à 7,29% en 2009, 2010, 2011. Donc si on reprend ces évaluations-là, on serait sur une fraude à plus de 15 milliards d'euros annuels rien que sur la branche maladie à l'heure actuelle. Je referme la parenthèse, ce n'est pas le sujet du débat aujourd'hui, mais il faut garder ça en tête par rapport aux ordres de grandeur des fraudes de prestations sociales. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez un autre problème, c'est sur la fraude documentaire. Alors là, on va faire un petit peu d'historique, parce que je sais que c'est quelque chose qui a un petit peu parlé aux gens, ça s'est vu sur les réseaux sociaux, dans la presse. Je crois qu'il y a des journalistes aussi qui sont là pour même poser des questions s'ils le veulent. On va passer le slide numéro 1. Voilà. Non, c'est pas celui-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En 2010, on nous a prévenu, alors à l'époque j'étais magistrat à la délégation nationale à la lutte contre la fraude, et en 2010 on nous a prévenu qu'on avait un problème sur l'immatriculation des personnes nées à l'étranger dans le système de sécurité sociale. Vous savez, quand vous êtes né en France, votre numéro est attribué quasiment automatiquement. 1 si vous êtes un homme, 2 si vous êtes une femme. Pour l'instant il n'y a pas encore 3, peut-être pour les gens non binaires, je ne sais pas. Donc 1 si vous êtes un homme, 2 si vous êtes une femme, votre année de naissance, département de naissance, ville dans le département, donc le numéro d'ordre de la ville, le mois de naissance, puis après le numéro d'ordre dans l'état civil, le mois où vous êtes né, dans la ville où vous êtes né. Donc ça c'est fait assez facilement par l'INSEE. Si vous êtes né à l'étranger, que vous soyez français ou étranger, l'INSEE n'a pas l'ensemble n'a pas un répertoire des communes du monde entier. Donc là, à ce moment-là, votre numéro de sécu vous est attribué classiquement sur le début, homme, femme, année, mois de naissance, etc. Et après, vous avez éventuellement un copie dans le 1199, il y a quelques pays qui ont des codes particuliers, mais vous n'avez pas de liste des villes. Et donc là, le numéro vous est attribué entre guillemets manuellement par délégation de l'INSEE, puisque c'est l'INSEE, mais elle a délégué ça à la Caisse nationale d'assurance vieillesse. J'avais invité le directeur général, il n'a pas voulu venir aujourd'hui, c'est dommage, parce qu'on aurait pu en parler. Donc la CNAV a un service qui s'appelle le Sondia, qui est basé à Tours, et qui fait ça. Et sur la base de documents, de photocopies d'actes de naissance, de pièces d'identité, etc. Et en 2010, on dit, attention, il y a un problème, il y a une énorme fraude dans ce système-là. Oui, venez devant, vous avez de la place si vous voulez, il y a des places assises, monsieur. Donc il y a de la fraude là-dedans. Donc qu'est-ce qu'on fait? Notamment mon collègue commissaire divisionnaire qui était avec moi à la DLNF, qui a l'information, on organise à l'époque une visite du GIFI, c'est-à-dire le groupe interministériel sur la lutte à la fraude à l'identité, qui va à Tours pour demander à ce service, montrez-nous ce que vous faites, comment vous travaillez, etc. etc. Et donc là, les gens leur montrent les dossiers, on peut passer le slide numéro 2. D'accord. Donc on montre les dossiers à Tours, donc à l'équipe qui était là, et notamment qui était composée de policiers spécialistes en fraude documentaire à la police des frontières. Et là, l'ensemble des documents qui leur sont montrés, pratiquement, sont des faux. Donc, panique quand même. On se dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Premier acte correctif que nous faisons en octobre 2010, donc le GIFI retourne à Tours pour commencer à former les agents à la fraude documentaire. Là, on peut passer le numéro 3 maintenant. Et derrière, derrière, on décide de faire une mission d'évaluation pour savoir où est-ce qu'on en est. Puisqu'à l'époque, nous avions 17 600 000 dossiers, donc le numéro de sécurité sociale attribué à des gens à l'étranger en France, en 2011. Et l'idée, c'était de se dire, on n'a pas 18 millions de faux, c'est pas possible.
y a un problème, sinon on est vraiment dans la mise. Et donc l'idée c'était de voir combien il y en avait. On va passer le slide d'après. Et donc cette mission a été effectuée à la fois par les gens de la DLNF et notamment une personne de l'INSEE qui était détachée chez nous, qui a fait en fait un échantillonnage statistique des 17 millions et quelques de dossiers pour avoir un échantillon représentatif. Ensuite, les policiers de la PAF sont allés regarder dans chacun des dossiers si c'était un dossier constitué sur la base de faux ou pas, pour en tirer derrière une évaluation statistique pour savoir dans le stock combien on avait de faux. Ce travail a été fait en 2011 et on a trouvé, vous voyez, c'est un chiffre très officiel du ministère du Budget, ça c'est des extraits du rapport officiel, 10,4% de fraude documentaire, c'est-à-dire qu'on avait 10,4% de numéros de sécurité sociale de gens à l'étranger attribués sur la base de faux documents. Alors, regardez bien ce dossier, parce que le ministère du Budget, il y a 2-3 semaines, l'a retiré d'Internet. Pendant 6 ans, il a été sur Internet. Mystérieusement, depuis 2-3 semaines, il a été retiré d'Internet. On ne le voit plus, on ne le trouve plus. En tout cas, sur le site du ministère du Budget, c'est dommage. On a des copies. Donc, on peut passer le slide d'après. Donc, forcément, quand on voit ça à l'époque, fin 2011, c'est quand même un petit peu embêtant. Donc, évidemment, réunion entre les directions, réunion entre les ministères, au niveau des cabinets, des directions, et en 2011, vous voyez, c'est un document que Madame la sénatrice a mis en ligne. Vous aviez eu une réunion notamment avec le ministère de l'Intérieur au niveau cabinet, le ministère du Budget au niveau cabinet, la délégation nationale contre la fraude, la direction de la sécurité sociale. Donc, j'ai vu dans la presse qu'elle a expliqué qu'elle ne savait pas d'où sortaient ces chiffres, manifestement quand elle était présente à ces réunions-là, etc., etc. Et donc des gens d'intérieur aussi, c'est la direction de l'immigration à l'époque. Donc, le ministère, enfin les ministères sont informés de la problématique, on peut passer le slide d'après. Et donc, c'est là où vous voyez, quand moi j'étais dans la presse, Nathalie Goulet a dit au Parlement qu'il y avait 1 800 000 numéros de sécurité sociale attribués sur la base de faux documents. C'est pas quelque chose qui sort comme ça, qui a été inventé. Ça ressort de documents officiels du ministère du Budget que vous avez à l'écran. Bien. Donc, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? On a mis en place des mesures correctrices. Il y a eu notamment, dans les mois qui ont suivi, les élections suivies, la mise en place d'un guide de l'identification pour permettre aux organismes de sécurité sociale de mieux travailler. Mais surtout, en urgence, nous avons modifié la loi. Et donc, nous avons fait voter, dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale, c'est la loi du 21 décembre 2011, une disposition au code de la sécurité sociale qui est toujours en vigueur aujourd'hui, qui dit que les personnes qui se sont vues attribuer un numéro de sécurité sociale sur la base de faux documents voient le paiement de l'ensemble de leurs prestations sociales suspendu. Ce qui est a priori normal. C'est, voilà, la loi dit, c'est le 114-12-3 du code de la sécurité sociale, on ferme le robinet, il n'y a plus de paiement de prestations de sécurité sociale, maladie, branche famille, vieillesse, ATLP, chômage aussi. Tant qu'on n'a pas regardé ce qui se passe, mais en tout cas, détection d'infos, plus de paiement. On a voulu modifier le décret qui permettait d'obtenir des photocopies, enfin d'obtenir ce numéro avec des photocopies. Le décret avait été présenté au Conseil d'État, l'alternance de 2012 est arrivée, le décret est parti aux oubliettes, donc il n'a jamais été modifié. En revanche, le problème était toujours là. Alors moi j'ai quitté Bercy avec l'alternance en 2012, et puis j'ai quand même un peu suivi la suite des événements, et je me suis rendu compte que ça ne bougeait pas. À tel point qu'à un moment donné, en fin 2016, la sénatrice Nathalie Goulet, elle vous en parlera, a posé une question au gouvernement pour savoir où est-ce qu'on était de l'évolution de ce dossier. Et le gouvernement, la ministre Auban à l'époque, a répondu très satisfaite qu'en 5 ans, ils avaient envoyé 500 demandes d'éclaircissement sur un stock de 18 millions de dossiers. Voilà, c'est... Du coup, la sénatrice Goulet s'est rendue compte qu'il y avait peut-être un sujet, quand même, budgétaire, et depuis, mais elle va vous raconter toutes ses pérégrinations, elle essaye désespérément d'obtenir des missions, des commissions d'enquête, etc. Et on lui refuse, et la dernière en date, c'était au mois de décembre, elle avait réussi à faire voter un rapport, que le gouvernement rende un rapport sur ce problème-là, et l'Assemblée nationale, la majorité actuelle, a ratiposé l'amendement et a refusé qu'il y ait un rapport. Et à tel point, on m'a même envoyé dernièrement un mail sur ce problème-là. Le parti majoritaire envoie des mails quand ces militants lui demandent qu'est-ce que c'est que cette histoire-là. Ils disent non, c'est une fake news, c'est complètement faux, c'est n'importe quoi, en renvoyant sur un article de commande qui avait été fait sur Internet, sur le site de France Info. C'est assez amusant, cette espèce de déni qu'il y a. Mais bon, Nathalie Goulet vous en parlera
au niveau politique. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Aujourd'hui, on en est non plus à 17,6 millions de numéros de sécurité sociale attribués à des gens de l'étranger en France, on en est à 20,9 millions d'après les derniers chiffres parus dans la presse. Puisque l'année dernière, il y a eu encore 506 000 numéros qui ont été attribués sur l'année 2018. Sur les évolutions de la fraude, on fera cette slide d'après. Voilà. On avait refait en 2013, la PAF avait refait en 2013 une évaluation, on refait le slide d'après, donc ça c'est les rapports officiels, et de 10,4, on était passé à 10,45. C'est-à-dire qu'on était passé à 5,44 de faux certains et 5,01 de défavorables. C'est-à-dire pareil, le 10,4 de 2011, c'était 6,3 de faux sûrs, et le reste, comme c'était indéterminé, c'était des redressements statistiques en disant, voilà, il n'y a pas de raison qu'il y ait plus de faux ou moins de faux, ceux dont on ne peut pas déterminer. Donc c'est comme ça que les statisticiens déterminaient le taux de fraude documentaire. Vous voyez, stabilité de la fraude documentaire entre 2011 et 2013. J'ai cru comprendre qu'une nouvelle étude avait été faite en 2018, et Nathalie Goulet vous en parlera, parce que je crois qu'elle a rencontré les gens de la police de l'air et des frontières qui s'occupent de ça, qui mettait un taux de faux à 4,2 et puis après il y avait des indéterminés qui étaient beaucoup plus nombreux de nouveau. Donc en fait le problème il est toujours là. Il est toujours là, même si le flux a été sécurisé un peu mieux parce que les gens ont été formés et que normalement ils sont censés faire plus attention. Je pense qu'ils le font. En revanche, le problème du stock il est toujours là. Et c'est pour ça que j'ai expliqué depuis décembre qu'on a un problème budgétaire avec un enjeu de fraude potentiel de 14 milliards. Alors je reviens sur ce chiffre, on va poser des questions après si vous voulez, mais je ne parle pas de montant de fraude, je parle d'enjeu de fraude. Pourquoi je parle d'enjeu de fraude? Parce que quand on a fait la mission de 2011, on n'est pas allé jusqu'au bout de l'évaluation financière des choses. À l'époque, le registre national commun de la protection sociale, qui est un peu le grand fichier des prestations sociales, n'était pas chargé, comme on dit, notamment il n'avait pas le montant des prestations. Donc on avait déterminé que 83% des gens d'échantillon touchaient des prestations, et parce que seulement 17% n'étaient pas connus. Mais on n'avait pas le montant de ces prestations-là. Donc moi, je pars sur 14 milliards. C'est un calcul assez simple d'enjeu, c'est de prendre la dépense moyenne de sécurité sociale, qui est à peu près de 7 900 euros maintenant, parce qu'on a 400 milliards de dépenses, 53 milliards capital active, etc. Mais en réalité, l'enjeu peut être beaucoup plus élevé. Puisque d'abord, le champ d'application de la suspension du paiement des prestations, c'est pas 400 milliards, c'est pas la sécurité sociale, c'est la protection sociale. Donc c'est un peu plus de 500 milliards. Il y a le chômage aussi. Parce que normalement, ils ne peuvent pas toucher le chômage, ces gens-là. C'est interdit par la loi, d'une part. Et d'autre part, quand on regarde les cas qui ont été découverts à droite à gauche, vous faites ça sur Internet, vous avez ça dans la presse quotidienne régionale, le montant moyen est toujours à 13-14 000 euros. Vous prenez la dernière affaire dans le Nord, là où vous avez 1200 et quelques fausses identités, 1,7 million de préjudice. L'affaire à Strasbourg de l'année dernière, un gars qui se fait une fausse identité irakienne, 32 000 euros de préjudice en 2 ans et demi. Il y a une affaire que j'ai vu passer avec 7 fausses identités, 100 000 euros de préjudice. Ça, oui, on est toujours sur des préjudices qui sont très nettement supérieurs à 10 000 euros, presque 14 000 euros annuels. Donc, quand je prends une moyenne de 7 000 et quelques euros de potentiel préjudice annuel, je pense que je suis assez bas, en fait. Donc, on a effectivement cet enjeu de 14 milliards, mais une mission d'exploration est en cours. Il y a beaucoup de parlementaires qui veulent se saisir du dossier. L'idée, ce serait, si on veut avoir un véritable affinage du montant de la fraude potentielle, ce serait de reprendre l'échantillon représentatif de 2011. On connaît les dossiers, les numéros de sécurité sociale des gens qui avaient eu les dossiers sur faux documents, et de regarder sur chacun de ces dossiers de l'époque combien ils touchaient et combien éventuellement ils continuent à toucher par branche. Donc ça permettrait d'avoir une vision très précise, en partant d'un échantillon qui était représentatif, très précise de la fraude annuelle potentielle par branche. Voilà. Donc ça, c'est un peu l'idée de ce que les sénateurs ou les députés voulaient faire. Je crois que Nathalie Goulet, elle pourra vous en parler, avait posé la question, et ce genre de questions à la CNAF, puisqu'elle les a reçues. Et je crois qu'elle attend toujours. Pourtant, c'est pas la Sainte Sœur Anne aujourd'hui, mais je crois qu'on n'a toujours rien vu venir là-dessus. C'est un petit peu dommage. Voilà. Je ne vais pas trop monopoliser la parole, c'est un peu pour vous présenter les choses. Après, on pourra parler de ce qu'il est possible de faire si vous voulez. Je vais peut-être passer la parole à Luc Retail, qui lui est commissaire divisionnaire de police dans la financière et qui a une double expérience à la fois policière de ces réseaux de fraude sociale et fiscale aussi, mais aussi une expérience bancaire, puisqu'il était non pas directeur de la conformité, mais directeur de la sécurité. Voilà, à la Banque Postale. Et la Banque Postale,
de mon expérience de juge d'instruction, c'était aussi le point de passage obligé de tous les petits fraudeurs. C'était pas de votre faute. Non, ce n'était pas la faute de la banque postale, mais c'est vrai que le fraudeur, il est bien passé par la poste. Je ne sais pas pourquoi, c'était comme ça. Et donc, du coup, lui qui était dans une position de tour de contrôle et de vigie, où il voyait passer énormément de choses. Donc, je lui repasse la parole, et puis après, évidemment, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions sur ce sujet-là. Merci Charles, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, j'étais 10 ans directeur de la sécurité des opérations financières à la Banque Postale. J'ai quitté cette direction il y a 2 ans. Et avant, j'étais 23 ans en poste judiciaire et j'ai fait uniquement en économie financière. Uniquement, ça peut dire, c'est beaucoup en économie financière. Et sur la partie police en matière de fraude sociale, il faut bien reconnaître que j'étais en poste judiciaire, donc non pas à la PAF, donc j'ai pas eu beaucoup de dossiers dans ce sens-là. C'est surtout quand j'étais en banque que je me suis rendu compte. Alors, quand même, je voudrais juste préciser une chose, en tant que policier, les faux documents, on adore, ou plutôt on n'aime pas ça. Et il faut bien reconnaître qu'il n'y a pas besoin de faussaire pour avoir des faux documents. La Direction nationale de lutte contre la fraude, dans son rapport de 2013, dit que 6,5% des documents fournis par l'État sont faux. 6,5% des pièces d'identité sont fausses. Donc ça commence bien. C'est-à-dire que les meilleurs faussaires, c'est peut-être l'État lui-même sans s'en rendre compte. Alors c'est simple, hein, la plupart des documents, surtout maintenant, on peut demander des documents d'identité par Internet. Et donc on va donner des factures de téléphonie et autres qui sont absolument, ou qui n'étaient absolument pas contrôlables. Maintenant, elles pourraient l'être. Ou elles le sont parfois. Je sais que l'État travaille beaucoup dessus, sur le fameux projet de DEDOC, ça fait quand même 3-4 ans, pour faire en sorte que le petit code barre que vous avez, le petit carnet là, des factures, puisse permettre de s'assurer que les factures sont vraies, même en photocopie. Je pense qu'il est grand temps que tous les opérateurs le fassent. Ils ne le font pas tous. Je vais balancer, Free ne le fait toujours pas. Alors que Orange et Bouygues le font sur leurs factures. Idem d'ailleurs pour les banques, sur les RIB, les revenus d'identité bancaire, c'est extrêmement facile de fabriquer des faux. Vous me donnez le vote, je vous en fais un faux, d'ici en 10 minutes, pas plus. Et ni ni connu. Donc, attendez que c'est très facile à faire, alors que vous avez déjà des faux documents qui ont été donnés par l'État et que vous pouvez fabriquer autant de faux que vous voulez, la vie est belle pour les escrocs. Et c'est plus la peine d'attaquer les banques avec un Kalachnikov, il faut les chercher directement dans la caisse. Voilà. Alors, pourquoi à la Banque Postale on est un peu plus que les autres? Je dis on est parce qu'on n'a jamais vraiment quitté, parce que de toute façon c'est une banque à tous. C'est une banque d'État, c'est parce qu'elle a l'obligation d'ouvrir les comptes contrairement aux autres banques. Elle a une obligation d'ouvrir un compte, par exemple un livret A, à 1,50 €. Donc quand vous avez des faux documents qui sont donnés par l'État ou qui sont de toute façon pas donnés par l'État mais qui sont très beaux, c'est facile de pouvoir avoir les comptes bancaires pour toucher les prestations sociales, notamment. Alors un jour, je m'étais amusé, c'est beau dire, parce que ça ne m'avait pas amusé du tout. C'est quand à Noël, on touche la fameuse, non pas moi, je ne la touche pas bien sûr, hein, la prime de Noël. Je m'étais posé la question de savoir pourquoi on touche une prime de Noël, elle est en fonction des revenus des mois précédents. Je n'avais pas le code l'IBAN qui verse les primes de Noël, mais il était facile de déterminer le prix. Ce qu'une personne seule recevait, 2 personnes, etc. Et c'était au centime près, c'était 0,53 €. Il était donc très facile dans le système d'information de la banque de déterminer qui avait touché la prime de Noël, rien qu'à part ce montant. Bien sûr, il est évident qu'il y avait des milliers de personnes qui avaient touché, ce qui est logique, selon la loi. Mais après, je m'étais posé la question de savoir combien d'argent la personne avait déposé sur le compte dans les 3 mois précédents. Puis j'ai dit, je vais faire des déclarations de soupçon sur tous ces gens-là. J'ai pas pu. On n'avait pas pu trop. J'ai pas pu. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché ceux qui en avaient vraiment beaucoup au-dessus du seuil. C'est-à-dire pour ceux qui avaient mis 20, 30, 40 000 € au cours des 3 derniers mois pour déclarer que cela. Mais déjà, il a fallu que je fasse un tri sélectif parce qu'il y en avait trop. Voilà. Oui, peut-être expliquer. La déclaration de soupçon, en fait, c'est le signalement à Tracfin, donc à l'organisme anti-blanchiment, qu'on a un soupçon de blanchiment. À l'époque, on en avait discuté, et j'avais même dit, bah, tiens, on pourrait faire un truc assez
assez facile en matière de Oui, fraude je sociale. possible à demander. Tu peux essayer, Luc? Oui, il y a prescription maintenant. Mais l'idée, c'était de faire un traitement, donc une requête au niveau de la banque, de déterminer, parce qu'on voit en fait qui touche les prestations sociales soumises à condition de ressources, ce type de prime, le RSA, etc. La banque le sait parce que sur les types de versements qui sont sur les comptes bancaires, elle peut les identifier assez facilement et de comparer avec l'ensemble des rentrées de revenus sur le compte bancaire. Et si ces rentrées sont très nettement supérieures au seuil prévu par le Code d'action sociale des familles, par la réglementation CAF pour les prestations sociales, à ce moment-là, c'est de faire une déclaration de soupçon à Tracfin parce qu'en fait, on est en phase d'une infraction, d'une escroquerie ou d'une fraude sociale, et derrière avec le blanchiment, puisqu'il y a l'utilisation des fonds et l'intégration dans le système bancaire. Et donc, on rentre à ce moment-là dans le mécanisme de déclaration de soupçon, mais il y en avait tellement qu'en fait, Tracfin, qui est malgré tout une boutique un peu artisanale, il n'y a pas des milliers de bonhommes, ne pouvait pas à l'époque absorber tout ça. Et donc l'idée, ça aurait été de faire une espèce de déclaration de soupçon générale, globale, voilà, et que Tracfin ne savent que de boîte aux lettres pour l'envoyer aux organismes de protection sociale, une espèce de CAF, qui à ce moment-là aurait pu traiter l'information. Donc là, ça aurait permis d'industrialiser la lutte contre la fraude aux prestations sociales sur le volet fraude aux revenus déclarés, aux ressources non déclarées. Voilà. C'était juste pour vous expliquer un peu ce qu'on avait en tête, mais bon, a priori, ça n'a pas été fait. Mais ça peut être fait. Ça peut être fait puisque depuis maintenant peu de temps, depuis 2-3 ans, Tracfin peut nous demander ce qu'on appelle des communications systématiques d'informations. Il le fait d'ailleurs. C'est-à-dire que si vous avez mis plus de 10 € sur votre compte bancaire en espèces dans le mois, il y a la communication est systématique. Je vous le dis, parce que si vous ne l'avez pas lu, non, mais de toute façon, c'est la loi. C'est l'article 6115-1 du Code monétaire et financier. Bon. Et il y a le -2, c'est pour les virements et toute autre opération. C'est-à-dire que Tracfin peut très bien demander aux établissements bancaires de faire des fichiers automatisés comme ça, en fonction de certains types d'opérations. Et ça se fait. Oui, en matière, si je peux vous apporter une petite précision qui n'est pas neutre. Nous avons fait ces 3 dernières années, je dis nous parce que le Parlement a une part active et solidaire, parce que ce genre de sujet est normalement transpartisan. Normalement. On travaille ici avec Éric Boquet, qui est un sénateur communiste avec lequel on travaille énormément. Normalement, c'est un sujet absolument transpartisan. Les progrès les plus spectaculaires en matière de fraude et de lutte contre la fraude ont été faites dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme. C'est-à-dire que tout ce qu'on n'avait pas pu obtenir, je parle notamment de l'interdiction des billets de 500 €, un certain nombre de contrôles, des déclarations de soupçons obligatoires, les cartes prépayées sur lesquelles il a fallu se battre beaucoup, puisque vous avez d'abord expliqué dans cette maison que en fait, il ne pouvait pas fonder ni surtout financer des opérations terroristes avec des cartes prépayées, jusqu'à ce qu'un des malfaisants du Bataclan s'en serve. Et là, on s'est rendu compte que les cartes prépayées pouvaient servir aussi à ça. Donc, les progrès ont été vraiment extrêmement importants. Il y a eu non seulement une prise de conscience, mais des mesures qui ont été prises au niveau national et au niveau européen. Et là, je pense qu'on a fait un saut très important, mais pas dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale. C'était pas prévu. C'était pas prévu, mais il se trouve que les réseaux de fraude financière sont les mêmes que les réseaux terroristes. Les deux réseaux convergent, et vous avez, bon c'est un exemple qui en vaut un autre, vous avez dans Al-Qaïda au Sinaï des fonds qui viennent du cartel de Medellín, du cartel de la drogue. On retrouve les réseaux terroristes et les réseaux de fraude financière ont fusionné pour le pire, évidemment. Et donc là, on a quand même fait, monsieur le commissaire, des progrès très importants. Je pense qu'il faut quand même le signaler, parce que on a beaucoup travaillé là-dessus. Vous avez tout à fait raison, et quand j'étais dans mon établissement bancaire, la lutte contre le financement du terrorisme était une priorité. D'autant plus que, comme je vous l'ai dit, une banque qui a tous les comptes que les autres banques ne veulent pas. En fait, je dis déjà en présentant, la banque postale était aux zones sensibles, ce que HSBC était aux aéroports. On le voit qu'elle. Voilà. Et donc, on avait dû travailler énormément sur ce point-là. J'ai rien contre HSBC, c'est des amis, j'ai entendu. Et on avait essayé de chercher, pour la lutte contre le financement du terrorisme, des moyens
pour identifier les départs vers le djihad. Et je ne peux pas vous donner les détails de ces moyens, parce que d'abord, c'est un principe d'un bon flic, s'il donne ses méthodes, elles ne marcheront plus jamais. Donc je ne supporte jamais quand on raconte comment on a fait les affaires. Je voudrais vous dire un vieux dicton familial: quand on a un secret, on est propriétaire, et quand on part, on est locataire. Oui, conséquence de quoi, restons propriétaires de nos secrets. Et donc on avait mis en place des grosses requêtes très complexes pour essayer de trouver les départs djihad. Et la grande surprise, c'est qu'on a fait plus de déclarations de soupçons sur la fraude sociale que sur le terreau. On a fait beaucoup sur le terreau, mais beaucoup plus. Je vous donne juste un exemple. On trouve un compte qui a une ou plusieurs anomalies, ces fameuses anomalies dont je ne parlerai pas, et dont une, c'est des paiements à l'étranger, notamment près de zones sensibles. Et on a découvert que les personnes qui touchaient les paiements avaient touché les allocations. Les terroristes aussi, d'ailleurs, ont touché pendant longtemps les allocations importantes, même quand ils étaient là-bas. Bon. Ça, c'est un autre détail. C'est un autre détail parce que l'État français avait le nom de ces personnes, donc ça aurait été bien de les bloquer. Enfin bon, passons. L'autre point, c'est qu'on avait découvert que les personnes touchaient les allocations et vivaient à l'étranger. C'est très fréquent. C'est très, très fréquent. Donc, ils viennent en France. Ils vivent en France un certain temps, touchent les allocations, ils partent. Et c'est là qu'on constate que tous les paiements sont à l'étranger. Tous, chez eux. C'est-à-dire qu'on connaît leur nationalité d'origine, ils sont retournés et ils continuent à percevoir. Là encore, c'est très possible. Il suffit en fait de regarder tous les comptes qui ont un fonctionnement unique à l'étranger et dont les montants sont inférieurs à 1 500 € par mois. Parce qu'en principe, les allocations familiales sont juste en dessous. Et là, si vous avez 3 mois de suite, un seul versement virement sur un compte, un seul virement sur un compte qui est inférieur à 1 500 € et que tous les paiements sont à l'étranger, ça ne fait pas tant d'alerte que ça. La grande probabilité, c'est de la fraude. Voilà. C'est toujours facile. Les outils sont extrêmement fiables, de plus en plus. Dans la lutte contre le blanchiment d'argent, les banques ont mis énormément de moyens sur les outils. Souriez, vous êtes filmé. C'est ça que ça veut dire. On regarde vos comptes tout le temps, de façon automatisée, avec des alerteurs extrêmement complexes. Et là, on peut chercher toutes les opérations qu'on veut. Il suffit simplement de vouloir. Et la conséquence, c'est que si on veut, on va trouver beaucoup d'informations. Et c'est là qu'on ne peut pas traiter des informations sur des montants faibles. Parce que la lutte contre le blanchiment, on ne cherche pas 10 €. Et donc, il faudrait des systèmes automatisés qui transmettent, justement, comme disait Charles, un TRACFIN sous forme de COSI pour que les services dont c'est le métier, c'est-à-dire les services de lutte anti-fraude au sein de l'URSSAF et compagnie, puissent travailler sur ces dossiers. Voilà. Merci. Je vais compléter ce que vous venez de dire par deux points. Vous dites que c'est des montants faibles et c'est des petites fraudes. Alors, ça s'additionne, on est d'accord. Et donc, on est exactement dans la même situation pour la fraude sociale dont on est en train de vous parler. Il y a la fraude fiscale, bien sûr, des petits montants, et la fraude sociale dont je vous parle, c'est une succession de petits montants. Et donc, quand les caisses découvrent des fraudes, vous imaginez qu'ils vont saisir le parquet, qui va engager des poursuites pour des montants extrêmement faibles, mais un nombre de dossiers extrêmement important. Ça veut dire qu'en termes, surtout avec des indices de rentabilité des services, ce type de fraude n'est pas bankable. C'est-à-dire que c'est pas bon pour le service, ça prend du temps et ça rapporte pas de chiffre de réussite. Et par ailleurs, les sanctions sont extrêmement faibles. Et donc, on est dans un dispositif où il faudrait beaucoup d'énergie pour une justice à bout de souffle et un système pénitentiaire au bord de la crise de nerfs, pour des gens qui fraudent des petites sommes et qui vont complètement submerger nos services judiciaires et les services d'enquête pour un résultat qui, au final, sera extrêmement faible en type de sanction. Donc, on n'est pas dans la dissuasion du tout. Il faut bien comprendre que dans le système, on n'est pas non plus dans la dissuasion. On est dans, mettons, la poussière sous le tapis. Et tout le reste de l'histoire sur cette fraude sociale va vous montrer à quel point on met la poussière sous le tapis pour plein de raisons. Des raisons absolument légitimes, dont je vous parlerai dans une minute, qui peuvent sembler légitimes, et des raisons qui ne le sont pas. Je voudrais, à ce stade, avant de passer la parole à mon collègue, vous dire que vous avez devant vous un ancien commissaire et un juge
qui ont à eux deux au moins 4 assermentations, c'est comme ça qu'on dit. Charles est assermenté 3 fois, vous l'êtes une fois. Mais c'est une fois. Une fois, et Charles est assermenté au titre de... Je l'ai été une fois comme inspecteur des douanes, une fois comme auditeur de justice, une fois comme magistrat. Tu l'es toujours, donc. Ah bah oui, encore. Donc, si vous voulez, les gens qui vous parlent, les gens qui vous parlent sont des gens qui ont quand même... Je l'ai toujours, ma carte rouge. Voilà. Donc, les gens qui vous parlent sont des gens qui savent de quoi ils parlent, et ça va continuer comme ça au cours de la matinée. En tous les cas, j'espère on se conserve chez moi, Sébastien. Juste pour préciser, pour rebondir sur ce que dit Nathalie Goulet, elle va peut-être parler du fait qu'elle a été accusée de répandre des fake news, etc., sur ces histoires de sécurité sociale. J'attire l'attention parce qu'effectivement, il y a eu 2-3 articles dans la presse qui semblaient dire que nous racontions des bêtises. Et une intervention ministérielle qui est allée dire cela. C'est pour ça que j'aurais bien voulu que les gens de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse soient là aujourd'hui, mais moi, quand je dis les choses, effectivement, je suis assermenté, je n'ai pas l'habitude de raconter des bêtises. Quand les officiers judiciaires de la police de l'air et des frontières, par 3 fois, mettent dans des rapports que des faux documents sont des faux documents, qu'ils écrivent faux documents, ça ne veut pas dire photocopie de mauvaise qualité. Je vous garantis, voilà. Moi, j'ai eu au téléphone des gens de la PAF, les anciens et les nouveaux, on en a discuté, voilà, je vous le dis comme ça, ils étaient très choqués qu'on vienne remettre en cause la qualité de leur rapport, parce que vous imaginez bien que quand un OPJ écrit dans un rapport faux document, si c'est pas un faux document, ça a des conséquences juridiques importantes. Ça veut dire que ce service, qui est le service spécialisé qui traite de tous les dossiers de faux en France, dans toutes les affaires pénales, si d'aventure, effectivement, ce n'était pas des faux documents, mais des photocopies de mauvaise qualité, ça remet en cause beaucoup de choses, et les conséquences sont énormes en termes de traitement pénal des dossiers. Ça veut dire qu'ils font des faux, eux, en disant que c'est des faux documents. Je ne crois pas que les agents de la police de l'air et des frontières spécialisés en matière de faux documentaires s'amusent à faire des faux. Quand ils disent que c'est un faux, c'est que c'est un faux. Et c'est assez dommage qu'on vienne répandre dans la presse l'idée qu'ils raconteraient des bêtises. Ça, c'est quelque chose qui est assez effectivement gênant. Voilà, il y a eu 3 rapports dans lesquels ils ont participé de Bercy qui disaient ça. On peut mettre les slides d'après, parce que voilà, ensuite, celui d'après. Après, parce que voilà, si vous voulez, c'est ensuite. Ouais, voilà. Vous voyez, il n'y a pas que d'ailleurs le rapport de Bercy de la DLNF qui en parlait, et celui d'ensuite, il y a eu un petit rapport, celui d'après, voilà. Non, c'était pas ça, bon. Ok, d'accord, super. Voilà, ce rapport de l'Inspection générale des finances et de l'Inspection générale des affaires sociales de 2016 reprend cette même thématique de la fraude documentaire. Donc, si vous voulez, quand vous avez Bercy qui 3 fois vous explique dans des rapports publics officiels qu'il y a un problème de faux documents sur la fraude, sur l'immatriculation des gens nés à l'étranger, à la sécurité sociale, 3 reprises quand même, que derrière l'IGF et l'IGAS, c'est l'IGF et l'IGAS, c'est pas Charles Prats ou Nathalie Goulet, c'est l'IGF et l'IGAS qui vous disent dans un rapport conjoint de 2016 qu'il y a un problème de fraude documentaire qui est connu. On les a pas là, mais vous pouvez aller regarder les débats parlementaires à l'époque. Ce problème a été pris en charge par l'Assemblée nationale en 2011-2012, par la MEX, donc la Commission des affaires sociales. C'est eux qui ont voté l'amendement pour changer le code de la sécurité sociale. Ils connaissent parfaitement le sujet. D'ailleurs, à l'époque, le préfet, le directeur de l'Agence nationale d'identité sécurisée, avait refusé le rapport. Alors, ils ont dit un problème, et je ne vous donnerai pas les informations, c'est interne à l'administration. C'était comme ça. Et un an après, en 2012, Didier Migaud, qui venait d'être nommé président de la Cour des comptes, est challengé par les parlementaires sur ce sujet-là, qui lui disent que c'est à la Cour des comptes aussi d'aiguillonner les administrations là-dessus. Que faites-vous? Aucune réponse du président de la Cour des comptes, et depuis ces années-là, vous n'avez absolument aucune mention de ce problème-là dans les rapports de certification des comptes de la sécurité sociale. C'est-à-dire que c'est un problème, la Cour des comptes ne dit même pas non, il n'y a pas de sujet, c'est qu'elle n'en parle même pas. J'ouvre une parenthèse, ça pose un problème au regard de la qualité de certification des comptes de la sécurité sociale. Parce que quand vous avez l'Inspection générale des finances et l'Inspection générale des affaires sociales qui vous disent qu'il y a un problème et que la Cour des comptes le passe sous silence,
voilà, il va peut-être falloir poser quelques questions à la 6e chambre pour que la 6e chambre de la Cour des comptes se penche sur le problème, parce que là, on a un vrai sujet aussi. Je referme la parenthèse. Voilà, et donc je pense qu'on peut passer la parole à M. Laurent, qui est lui-même sénateur, alors qui est en charge de la Commission des finances, de quelque chose qui est un petit peu parallèle à ça, puisque je crois que vous êtes rapporteur spécial du budget de l'immigration. Oui, Asie, immigration, intégration. Et pour la Cour des comptes, pour revenir sur ce que je disais sur la Cour des comptes, même lorsque la Cour des comptes signale qu'il y a 200 millions d'euros de fraude sur les retraites à l'étranger, il n'y a pas grand-chose qui sort. Je vais vous parler de mon expérience dans le département du Val-d'Oise. J'ai vu qu'il y avait quelques Val-d'Oisiens dans la salle concernant le RSA. On a poussé fort pour qu'on soit convoqué des personnes qui étaient simplement soupçonnées de tricher. 2500 personnes convoquées, 900 fraudeurs. Voilà. Département du Val-d'Oise en 2016, RSA 200 millions d'euros. 2500 convoqués, 900 fraudeurs. Donc c'est vous dire l'ampleur des fraudes. Et après, c'est vrai que nos systèmes ne sont pas forcément très bien adaptés, parce que tu parlais de dissuasion tout à l'heure, Nathalie, et la dissuasion, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Même dans matière de RSA, radier les bénéficiaires, c'est extrêmement difficile, puisque en fait, s'ils sont radiés, 8 jours après, on a l'obligation de les réinscrire. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on les suspend. Alors ça fait gagner un peu plus de temps. Et donc il y a la fraude, et puis après, il y a le système qu'on appelle les indus. Et sur 200 millions, les indus dans la loi, c'était 16 millions d'euros. Comme tout est déclaratif, et comme la vertu, et il n'y a pas que les personnes assermentées qui peuvent aller de toute leur âme vers la vérité, nous ne sommes pas assermentés, mais on essaye de chercher la vérité, et de dire la vérité, et de faire en sorte que le système en France fonctionne mieux. Et c'est vrai que sur ces questions-là de dissuasion et de triche, eh bien, effectivement, souvent ceux qui trichent le plus sont vus comme des malins, sont exonérés parfois par les tribunaux, et soulever un certain nombre de cas. Un Algérien escroque la CAF de 32 000 euros en 2018, c'est le 12 février 2018, c'est pas si vieux que ça, la justice l'a relaxé. Donc des cas comme ça, ils sont malheureusement très nombreux. Et si ce qui se passe actuellement dans nos provinces et un peu partout en France, je pense que ce sujet de fraude documentaire, et moi ce qui m'avait surpris, Nathalie est choquée, c'est la réponse de la ministre concernant la dernière fois. C'est pas vieux, et véritablement, c'est toi qui as été traitée de menteuse, alors que l'on sait très bien, et avec des arguments mais qui étaient d'un niveau de faiblesse absolument incroyable, et les collègues étaient surpris du montant que tu annonçais. Certains pensaient que tu t'étais trompé, c'était de millions, alors tu parles de milliards. Mais plus c'est gros, plus ça passe. Et c'est vrai que je termine là-dessus, parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas bien compte, dans un pays qui redistribue, il y a plus de 56% de redistribution de dépenses publiques par rapport à la richesse produite, eh bien, voilà le problème, tout simplement. C'est tellement énorme que ça dépasse l'entendement. Oui, je vais juste vous dire un mot pour vous laisser le temps de poser des questions, parce que ce type d'événement, en général, comme tard, c'est qu'il n'y a jamais de place pour les questions, et là, je pense que vous en aurez, donc on va essayer de tenir notre temps. Ce que je voudrais essayer de vous expliquer, c'est que depuis 2012, où j'ai le plaisir, le bonheur et le privilège de travailler avec Charles Pratt, notamment sur les questions de fraude fiscale, parce que je rappelle quand même que dans cette maison, on a eu les premiers rapports d'enquête sur la fraude fiscale. On a commencé en 2010, on a suivi en 2011, on en a eu 2 d'affilée à la demande de Éric Boquet, du groupe communiste républicain, communiste, citoyen, républicain et désormais écologiste. Donc c'est ce qui récupère des collègues d'un peu partout, donc qui sont obligés d'être plus éclectiques, mais bref, c'est Éric Boquet, c'est un sénateur communiste, et c'est un excellent sénateur communiste avec lequel on a toujours extrêmement bien travaillé. Une présidence avait été assurée par Philippe Dominati, sénateur LR de Paris, l'autre par François Pillet, sénateur LR, qui vient d'être nommé au Conseil constitutionnel, et on est très fiers parce que c'est un excellent juriste. Et donc, nous avons toujours travaillé dans cette maison, main dans la main, sur ce type de sujet. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un sujet transpartisan.
Et je dois dire que je me souviens de l'aspect, de l'accueil mitigé qu'avait fait Jérôme Cahuzac à notre deuxième rapport. Que nous lui avons mis plusieurs fois en main propre. Et à l'époque, on ne savait pas pourquoi il avait cette réception mitigée de notre rapport. Il y a des limites comme ça, vous avez des mots-clés au théâtre. Voilà. Et c'est vrai qu'après, on a mieux compris. Mais si vous voulez, quand on fait le film à l'envers, c'est beaucoup plus facile quand on est à la fin de l'histoire que quand vous êtes au début du roman. Donc dans cette maison, on a toujours été très attachés à ça. Et Charles Pratt a publié dans sa tribune sur Mediapart un article en dehors de le terme générique, c'est la fraude corrompue en latin, Fraudsbeauftragtung, bien sûr. Et donc, parmi ça, en 2016, il y avait la fraude sociale, un enjeu pour le prochain président de la République. Et à l'intérieur, dans le cadre de l'article, il y avait la description de ça, de cette fraude au faux numéro d'INSEE, comme on vient de vous l'indiquer. Donc, moi, je ne peux décemment pas faire autrement que de poser une question d'actualité. Je pose cette question d'actualité le 16 décembre 2016, on me répond qu'on a contrôlé 500 dossiers sur 1,8 million, donc le compte n'y était évidemment pas. On me promet évidemment de me donner des nouvelles, évidemment on ne m'en donne pas. Mais en même temps, comme on peut dire aujourd'hui, il y a eu une alternance en 2017, et donc on attendait un peu les nouvelles. Et puis, on a eu plusieurs textes sur la fraude, on a eu plusieurs projets de loi de finances de sécurité sociale, on a eu plusieurs lois de finances, et à chaque fois, parfois en ayant quand même un sourire narquois de la part de mes collègues qui disaient continuer avec sa marotte. Je n'ai posé des amendements sur le contrôle parlementaire, sur un rapport, sur l'amélioration des dispositifs, dans une indifférence assez partagée. Un ministre m'expliquant au banc que naturellement il allait me donner des nouvelles, et évidemment je n'en avais pas, qu'un projet de texte nous aiderait, évidemment il n'y en avait pas, etc. Bref, par pitié, le rapporteur général du budget cette année, lors du projet de loi de finances, s'est dit il y a quand même un sujet, allez, la commission va accepter son amendement sur un rapport qui est quand même de vous à moi, le minimum qu'on puisse faire là-dessus en disant allons voir quand même ce qui se passe au Sandia et que l'État nous donne un état des lieux de la situation de ces faux numéros d'inscription. Donc le Sénat vote à l'unanimité cet amendement que j'ai obtenu de haute lutte avec l'accord, je veux dire, de la commission, et je remercie mes collègues et du rapporteur général qui s'est dit on va quand même lui donner son rapport parce que sinon on va encore en prendre pour 3 ans. Bon, et le dispositif saute à l'Assemblée nationale. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, vous avez la lutte stratégique et habituelle contre la fraude fiscale et la fraude sociale, une petite marotte à nous tous, bon, et puis les gilets jaunes. Et puis le financement des mesures sur les gilets jaunes. Parce que les 10 milliards, il va falloir les trouver quelque part. Donc là, on a une chose extraordinaire. Bruno Le Maire nous annonce au 1er janvier 2019 une taxe sur les GAFA. C'est formidable. On est le 18 décembre, magnifique, sauf que, d'abord, on a voté le budget, donc je ne vois pas très bien comment on va pouvoir appliquer une taxe sans l'avoir voté dans la loi de finances. Enfin, à moins que ce soit Mary Poppins. Et, comme c'est pas Mary Poppins, évidemment, ça ne va pas marcher. Et puis, un peu léger. Il est quand même un peu léger. Il a été un peu léger, sauf que personne ne l'a relevé. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il avait refusé dans cette maison l'amendement de Marie-Noëlle Lienemann que nous avions été un certain nombre à soutenir sur un amendement GAFA, c'est-à-dire ces géants de l'Internet, pour une taxe nationale. Au motif qu'il fallait que ce soit une taxe européenne, sinon ça allait pas marcher, on allait briser la concurrence, exploser l'Europe, ça allait être une catastrophe nucléaire, la France ne pouvait pas voter ça toute seule. Et très bizarrement, grâce aux Gilets jaunes, brusquement, non seulement on pouvait le faire, mais en plus elle allait être applicable au 1er janvier. De vous à moi, je suis absolument confuse, j'ai pas trouvé un autre mot, mais à part du foutage de gueule, je vois pas ce que c'était. Donc, on se retrouve le 21 décembre à voter un texte sur le financement
des mesures prises pour les gilets jaunes. Et donc, j'interviens à la tribune et je dis, écoutez, on est le dos au mur, évidemment il faut voter des dispositions, mais vous avez refusé l'amendement Lienemann, et vous nous dites qu'au 1er janvier, il y aura une taxe GAFA alors qu'on n'a rien voté, je ne vois pas du tout comment on peut le faire. Alors il y aura un texte qui va peut-être arriver, je vous donne la solution, peut-être en mars, peut-être en avril, peut-être en mai, mais en tous les cas, il n'y aura pas de rétroactivité, parce que je ne vois pas comment on va pouvoir la mettre, et en tous les cas, la taxe annoncée au 1er janvier n'existe pas au jour d'aujourd'hui. Donc on l'a pas fait. Donc, la taxe GAFA, c'est fantomas. 2, je ne comprends pas comment vous allez pouvoir la financer, d'autant que vous avez retoqué mon amendement et la disposition du Sénat qui voulait un rapport sur la fraude sociale et le Sandia. Objectivement, on a un souci. Objectivement, on a un souci, d'autant que le troisième point qui avait été soulevé, qui est un peu compliqué, je ne sais pas si vous vous rappelez de la fraude sur le transfert des dividendes. Il y a eu une série de grands papiers dans le monde sur la fraude, la taxation des dividendes. Et la commission du Sénat, nous avions déposé un dispositif qui a été voté à l'unanimité. Les 5 groupes politiques du Sénat ont chacun déposé exactement le même amendement pour faire voter un dispositif pour mettre un terme à la fraude, à la taxation des dividendes, ce qui était quand même plutôt bien. Bon. Le dispositif a été absolument vidé de son contenu à l'Assemblée nationale. Donc j'interviens à la tribune et je dis financer les gilets jaunes, des mesures très bien, mais vous avez retoqué l'amendement Lienemann, je ne vois pas comment on va faire pour taxer les GAFA. 2, vous avez complètement siphonné au sens propre, c'est-à-dire vidé de sa substance le dispositif sur la prévention de la taxation des dividendes. Et 3, vous avez retoqué un simple rapport sur Sandia et la fraude. Et alors là, Madame Buzyn part dans une vrille épouvantable, en disant vous faites le jeu du Front National, c'est scandaleux, c'est pas ceci, c'est ça. En gros, c'est une fake news, donc en gros, je suis une menteuse. Bon. Très bien. Bon. C'est pas très grave, hein. C'est pas très grave. Mais en même temps, c'était pendant un débat, parce que ça n'aurait pas été dans le cadre de ce débat-là. On aurait pu répondre au ministre dans le cadre d'une attaque personnelle, puisqu'on a des dispositifs au règlement du Sénat. En cas d'attaque personnelle, en fin de séance, on peut répondre. Mais là, c'était déjà extrêmement tendu. Elle avait siégé jusqu'à, je crois, 4h du matin à l'Assemblée nationale sur le même texte. Elle était arrivée, je reconnais qu'elle devait être un peu fatiguée. Et en plus, c'est un gros sujet. Alors maintenant, je vais prendre 2 minutes, puisque je tiens le temps de parole des autres, je vais quand même lâcher le mien, ce qui est une bonne méthode. Mais en fait, 2 minutes. Pour vous dire qu'il y a plusieurs raisons sur ce problème. Premièrement, il n'y a pas les outils de mesure de la fraude. Moi, j'étais jeudi à Logne au service qui s'occupe de la fraude documentaire, qui est un service de la PAF, qui est un service magnifique. J'y ai passé la matinée. C'est la première fois qu'ils voient un parlementaire. C'est intéressant en termes de contrôle. Moi, je fais mon job. Je dis, Madame Buzyn n'est pas contente, mais moi, je fais mon travail parlementaire. Et vous devriez être plutôt content que des parlementaires fassent leur boulot de contrôle parlementaire. On ne fait que notre travail. Si demain matin, on a un vrai rapport du Sandia me disant il y a 0 fraude, je serais extrêmement content. Je doute, mais je serais content. J'aimerais mieux qu'il n'y ait pas de fraude. J'aimerais mieux que l'argent passe pour les retraites des agriculteurs, pour les services publics et pour tout le reste dont on a besoin. Bon. Donc, je suis au service de... Donc, on n'a pas les outils de mesure. On n'a pas les outils. Donc, comme on n'a pas les outils pour mesurer, on n'a pas les évaluations. Et lorsque j'ai reçu en catastrophe le directeur de la CNAV, après ce problème avec Mme Buzyn, j'ai quand même voulu un peu voir ce qui se passait, il m'a expliqué qu'il n'y avait absolument pas de fraude, naturellement, que ça n'avait aucun impact sur les finances publiques. Enfin, là, c'est plus développé, c'est plus simple. Que ça n'avait aucun impact sur les finances publiques, et que, par ailleurs, il ne fallait pas s'inquiéter, que tout allait très bien. Alors, le nombre de NIR, ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'il était de 18 millions, 18,7 en 2011, mais il est à 21 et des poussières aujourd'hui. 20,9. Il y a 20,9 millions de gens nés à l'étranger dispositifs d'un numéro de sécu en France. On est foutu incapable d'avoir le nombre de numéros actifs. Exemple, des étudiants qui viennent pour Erasmus, ils ont un numéro de sécu, c'est normal.
Il quitte le territoire, le numéro, il est toujours là. Je ne parle pas des morts ni des ressuscités, juste de ça. Je ne parle pas non plus de l'utilisation multiple de la même carte vitale. Car si vous demandez au pharmacien une carte d'identité avec la carte vitale, il dit « moi je ne suis pas policier, c'est pas mon boulot ». Ça veut dire que la carte vitale, grosso modo, c'est une carte bancaire sur un compte qui n'est pas le vôtre. Parce que voler l'État, c'est voler personne. Moi, je veux bien, alors que ça s'arrête. Bon. Donc, il y a un problème, c'est l'évaluation de la fraude, parce qu'on n'a pas les outils. Et quand j'ai demandé à la CNAF, puisqu'on a vu dans le rapport qu'on vous a montré tout à l'heure, il y a exactement 133 dossiers qui ont été sortis, qui sont des faux, archi-faux. J'ai demandé à la CNAF combien d'argent, combien de prestations ont été versées sur ces 133 dossiers. Si vous avez la réponse avant moi, je vous en prie, prévenez-moi. Donc, pas de réponse. Bien. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est très agaçant. Et ça continue, et ça continue. Bon. Donc, les outils, on les a pas. La volonté politique, on l'a pas non plus. La volonté politique, on l'a pas non plus. Parce que la réalité, elle est la suivante. Quand un pays, parmi l'ensemble des pays des Nations Unies, et on a quelques diplomates dans la salle, émettent un nouveau passeport, par exemple. Tous les pays avec lesquels ils travaillent reçoivent un exemplaire de ce document de façon à être capable de juger, au moment à la police de l'air et des frontières notamment, la qualité du document qui arrive. Si les Espagnols, les Belges, les Hongrois, les Bulgares, les Tchétchènes émettent des passeports, normalement, ils doivent les communiquer avec les pays avec lesquels ils communiquent, de façon à ce que les autorités puissent avoir en main la qualité du papier, les timbres secs, fiscaux, ce que je sais, bref. Mais pour les documents d'identité, c'est pas du tout le cas. Et pour les actes de naissance, encore moins. Et donc, vous avez une variété d'actes de naissance assez importante. Puisque, je ne parle pas seulement des pays d'Afrique subsaharienne, où l'état civil n'est pas forcément aussi bien organisé que le nôtre grâce à l'administration, que le monde entier nous envie, messieurs. Voilà, donc on a un problème. Ça veut dire que la caisse, qui a en main un document dont on se dit, oh, c'est une mauvaise photocopie, c'est pas terrible. Allez, je vais appeler les autorités d'état civil du Kyrgyzstan. Pour prendre un exemple, mais on se pose à partout. L'état civil est approximatif, subsidiairement, un peu partout dans le monde, dans un certain nombre de pays, quand même relativement corrompu. Troisièmement, il faut peut-être déclarer les enfants dans les 3 jours. Enfin, si c'est la semaine d'après, c'est pas grave. Et donc, on va demander au service qui a émis un acte douteux de vous donner la confirmation de ce que l'acte est bien douteux en quelque sorte. Donc, vous allez avoir la preuve par un service approximatif d'un acte approximatif. Et la caisse dit « Ah ben j'ai une confirmation, l'acte est bon puisque le service m'a dit qu'il était bon ». Donc, vous voyez qu'on ne va pas en sortir tout de suite. Et ça pose un problème que vous allez immédiatement comprendre et qui, pour le coup, passer l'extrême de la démonstration, parce qu'il vaut mieux la faire un peu plutôt fantaisiste, parce que ça vous fait prendre la mesure de l'exercice, c'est qu'il y a un problème diplomatique. Il y a un problème diplomatique. Vous ne pouvez pas dire aux pays avec lesquels vous traitez, y compris les pays africains, subsahariens, etc., votre état civil, il n'est pas sérieux, on ne peut pas prendre en compte vos ressortissants, etc. Je veux dire, c'est juste pas possible. Ben oui, mais d'accord, enfin, voyez là, oui, bien sûr c'est possible, mais c'est compliqué, c'est compliqué. Voilà. Donc, tout ça fait que ça pose un certain nombre de problèmes pour lesquels la volonté politique n'est manifestement pas au rendez-vous. Et je crois que la seule chose qui pourra faire avancer la sécurité des transactions et des actes, parce que dans le même temps, vous avez de plus en plus de dématérialisation, donc on ne parle pas de tous les problèmes de dématérialisation qui donnent autant d'occasions de faire de fraude, vous avez autant de documents que de faussaires, et visitez les locaux de la PAF, d'ailleurs on vous expliquera comment, moi j'ai vu les cartes d'identité et ça, bah, c'est plus avec nature, c'est entre le bureau des légendes et Homeland, je veux dire, c'est vraiment très très bien fait, il faut vraiment être un spécialiste pour ça.
Donc il faut donner les moyens à nos services et il faut surtout une volonté politique qui anime le tout. Et aujourd'hui, sur cette question de la fraude sociale, je crois qu'elle manque à l'appel. Juste une question, comme ça on va pouvoir lancer après. Et la première question, c'est, parce que moi elle m'importe, en gros quand tu es allé voir les policiers, je crois que tu as même discuté avec ceux d'avant, les actuels, etc., sur cette histoire de Sandia, des immatriculations à la sécurité sociale sur base de faux documents, ce sont des faux documents qu'ils ont détectés ou bien c'était des photocopies de mauvaise qualité? Ah non, il y a des... c'est-à-dire que d'abord les statistiques font la différence entre le faux document et des documents illisibles, etc. Donc le distinguo, il est fait. Mais il y a des faux et c'est des faux. Voilà. Non, je dis ça pourquoi? Parce que comme dans la presse, l'administration semblait dire que ce n'étaient pas des faux documents, que c'était des photocopies de mauvaise qualité, et la ministre aussi, c'est ce qu'elle disait. C'est ce que j'ai dit. Moi, je suis assez binaire comme garçon, c'est mon côté ancien juge d'instruction. Dans ce genre de choses, il y en a un qui ment et un qui dit la vérité. Et donc la vérité, c'est quoi? C'est qu'il y a des faux documents ou il n'y a pas de faux documents? Il y a des faux documents, et pour finir sur une note qui pourrait être positive, après l'esclandre de Mme Buzyn et sa réponse, le fait que quand même dans cette maison on ait des gens plutôt sérieux, avec le soutien, je dois dire, du président du Sénat ici, le rapporteur général du budget de la sécurité sociale a engagé une enquête. Alors c'est vrai que c'est à lui de le faire, donc il a pris son pouvoir de rapporteur du budget de la Sécu pour enquêter maintenant, et il va auditionner. Je voudrais juste vous dire, pour finir, qu'on a dans cette maison des règles de commission d'enquête qui ne sont pas les mêmes qu'à l'Assemblée nationale. On n'a pas beaucoup de disponibilité. On a un droit de tirage, commission d'enquête ou mission d'information, par an et par groupe politique. C'est-à-dire que quand vous avez un collègue qui veut parler de la sécurité sanitaire, des autoroutes, pour ce qui concerne le groupe cette année sur la sidérurgie, voilà, et le droit de tirage il est expiré, il faut attendre la prochaine session. Et donc on n'a pas cette disponibilité de commission d'enquête, on n'y arrive pas, ça mobilise trop d'administrateurs, c'est beaucoup de travail une commission d'enquête, mais c'est notre travail, et je pense que Sébastien va s'occuper de ça dans le cadre de la commission des finances qui dispose de pouvoirs un peu supplémentaires. Voilà. Donc je pense que c'est un sujet franchement républicain dont le citoyen doit s'emparer absolument. Notamment sur le foot d'immigration, c'est une demande que je formule depuis maintenant un peu plus d'un an, parce que c'est quand même très lié à la fraude documentaire. Nous avons tous parlé des mineurs isolés, entre guillemets, et les fausses reconnaissances de paternité, tout ce genre de choses. Nous avons entendu parler également des décisions de justice, et là tu parlais des États dont les services étaient plus ou moins sérieux. Vous imaginez bien que lorsqu'il y a des décisions de justice pour éloigner ceux qui sont irrégulièrement sur le territoire, donc à peu près à 70-80 000 par an, et qu'on tombe à des éloignements effectifs 12,6% sur les 6 premiers mois de 2018, parce qu'il faut bien évidemment que les États acceptent de reprendre leurs ressortissants à condition qu'ils soient leurs ressortissants. Donc les fausses cartes d'identité du Mali, vous savez comment sont faites les frontières. Donc on est dans ce monde-là. Donc s'il n'y a pas vraiment de volonté politique forte, ferme, dans la durée, eh bien on ne s'en sortira pas. Et là c'est le vrai sujet. Les trafics aujourd'hui d'êtres humains apportent plus que le trafic de drogue et le trafic d'armes. Donc ça c'est vraiment intimement lié à ce sujet de fraude aux documentaires et aux fausses cartes d'identité, aux fausses identités. Merci. Alors il est 10h presque 20. Je vous propose un petit quart d'heure de questions. Vous avez simplement si vous voulez bien vous présenter. On va prendre quelques questions. Vous avez un petit bouton pour allez, 1, 2... Bonjour, je m'appelle Éric Darc, je suis vice-président du Front républicain d'intervention contre la corruption, le FRIC, le C. Oui, sauf que là où je navigue sur mes amis, les élus, certains ne sont pas très chics du tout. Mais la fraude fiscale et la fraude sociale, évidemment, c'est un sujet également. Je voudrais
faire deux remarques. Une, c'est un peu en forme de provocation, mais je pense qu'il y a quand même un fond. C'est que si les élus, dont vous faites partie, ne prennent pas ces problèmes et ces problématiques en charge et ne règlent pas ce problème, les Français vont s'en charger. Et je peux vous dire qu'on entend de plus en plus, moi je vois des lanceurs d'alerte tous les jours, ils finissent par nous dire, les élus, si ça continue, on va les pendre. Enfin, ça c'était en forme de provocation, mais je peux vous dire que ce sont des choses que j'entends de plus en plus souvent. La question derrière, c'est est-ce qu'une association comme le FRIC peut se saisir de ce sujet, et nous, notre moyen d'action, c'est de déposer des plaintes. Donc déposer une plainte contre Mme Buzyn, qui visiblement a oublié de faire son travail, contre M. le maire, qui est, pour reprendre votre terme, un peu léger. Voilà. Donc est-ce que ça a une utilité? Est-ce qu'on peut le faire? Ou est-ce qu'il faut attendre le droit de tirage suivant pour que le Sénat se saisisse? Alors, merci. Bon, je ne vous ferai pas l'offense de vous dire que si vous pendez les élus, c'est une infraction criminelle, ça finira à la cour civile. Mais sur votre question, je ne sais pas si vous avez une association habilitée à vous constituer partie civile, vous savez qu'il y a des règles, etc. En matière d'escroquerie aux finances publiques, en la matière aux finances sociales, je ne crois pas que les associations puissent après déposer une plainte ou signaler au procureur de la République, n'importe qui peut le faire. Donc ça, il n'y a pas besoin d'être habilité particulièrement. Après, le PROC donne suite ou pas, mais derrière, vous savez, sur l'engagement de la CPC, il faut que vous soyez soit directement victime, soit que vous soyez un organisme habilité à se constituer partie civile. Je suis victime. Je suis un citoyen qui paye des impôts, donc je suis victime. Oui, mais vous savez bien que la Chambre criminelle de la Cour de cassation a des exceptions assez spécifiques. Par exemple, un actionnaire n'est pas forcément recevable à se constituer partie civile sur un abus de bien social. Vous voyez, des conditions qui sont assez particulières. Mais bon, je laisserai éventuellement à des enseignants universitaires qui sont présents dans la salle vous répondre peut-être plus précisément si vous le souhaitez là-dessus. En revanche, sur ce type de problématique, effectivement, on est face à une infraction pénale, enfin une multiplication d'infractions pénales. Ce sont des escroqueries, puisque vous avez une manœuvre frauduleuse initiale, l'usage d'un faux pour obtenir le paiement de prestations derrière, ou en tout cas déjà l'obtention d'un numéro de sécurité sociale qui en lui-même n'est pas une condition suffisante pour obtenir des prestations sociales, mais qui est une condition nécessaire. Et derrière, le fait qu'il y ait un paiement alors que vous avez un faux document, juridiquement parlant, c'est un indu, c'est illégal, puisque le Code de la sécurité sociale a été modifié pour ce faire. C'est moi qui ai rédigé le texte, je sais ce que j'ai rédigé, je connais l'esprit de la loi, il est sorti de là. À l'espèce de la disposition. Donc il y a un préjudice, donc il y a une fraude, parce qu'il y a un préjudice financier du simple fait d'avoir un numéro de sécurité sociale sur la base d'un faux document. Alors vous pouvez effectivement déclencher une enquête pénale, qui va être très compliquée de manière générale. Sur le lieu de commission d'infraction et donc sur la compétence du procureur de la République, c'est un peu partout en France. Sauf si vous considérez que c'est l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui centralise la trésorerie, qui est victime aussi, et donc vous aurez une attribution de compétence à un procureur de la République. On est en région parisienne, donc à ce moment-là, il estimait que c'est le procureur de Paris qui est au titre de la GIRS. Et vous avez donc ces infractions pénales, et vous avez de l'autre côté une problématique financière relative à des paiements qui ne devraient pas être faits, et donc là on rentre dans le schéma CDBF, cours de discipline budgétaire et financière, qui est pour la Cour des comptes. Donc là c'est l'engagement de responsabilité de l'ordonnateur, pas du comptable, de l'ordonnateur. Le ministre n'est pas justiciable de la CDBF. Son cabinet l'est, les directeurs d'administration le sont, les administrateurs le sont, et pas le ministre. Le ministre n'est pas justiciable de la CDBF. En revanche, alors sur la CDBF, ce serait ce qu'on appelle de l'octroi à autrui d'un avantage injustifié, et vous avez le parcours pénal aussi d'infraction qui existe là-dessus. Donc oui, si vous souhaitez déposer plainte, vous pouvez. Un procureur appréciera les éléments que vous amenez. Maintenant, très objectivement, le traitement de ce type de dossier, si on part du principe qu'on a effectivement 1,5 million, 2 millions de cas de fraude et donc d'infractions à traiter, d'abord il faut les détecter, donc ça se fait pas en 15 jours, et ensuite il faut mettre en place une ingénierie de
de traitement contentieux qui est très lourde. Vous savez, moi, j'ai déjà joué à ça dans le cadre de la fraude aux reconstitutions de retraite dans la loi Fillon. À l'époque, on avait des milliers de gens qui avaient fait des faux pour se reconstituer des trimestres, et on avait mis en place une ingénierie de traitement avec l'IGF, la DLNF, l'IGAS et les caisses, la CNAP en espèces. Ça avait pris pas mal de temps. Et ça ne se fait pas si facilement que ça. Donc la voie pénale n'est pas forcément la plus adaptée pour ce dossier. Merci. C'est la cloche. J'ai pris ma cloche, depuis j'ai une petite cloche que je dis de sonner. Je voudrais vous répondre. D'un point de vue strictement républicain, Madame Buzyn n'est absolument pas responsable de la situation. Madame Buzyn, je ne lui en veux pas de m'avoir traité de menteuse. Je dis simplement qu'elle devait être fatiguée après la nuit qu'elle a passée à l'Assemblée nationale et que probablement ses services lui ont vendu une histoire qui n'est pas la bonne. Donc, bon. Deuxièmement, Monsieur le maire a fait, comme beaucoup de gens, beaucoup de politiques, il a annoncé une mesure qui n'est pas encore en état, après l'avoir refusée. Et je crois que dans cette maison, on a quand même l'habitude de ce type de choses. Donc, moi, je serais, d'un point de vue strictement républicain, je ne partagerai pas votre position de déposer une plainte contre l'un ou l'autre, parce que la nominem en l'état ne me semble pas opportun. Et pourtant, je suis la première à vous dire que ça n'a pas fonctionné comme ça aurait dû. Bon. Et c'est quand même moi qui me suis fait maltraiter dans l'hémicycle. Mais c'est pas grave, on a le cuir dur, sinon on ne fait pas ce métier. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que oui, pour le droit de tirage, je pense que là où les citoyens ont leur rôle à jouer, et maintenant il y a notamment les pétitions et autres choses, je pense qu'il faut absolument, j'espère que le groupe politique auquel j'appartiens donnera satisfaction cette année, enfin en tous les cas à partir d'octobre, à la prochaine rentrée, parce que le droit de tirage est épuisé, ici ou à l'Assemblée nationale, j'aimerais mieux que ce soit ici, j'aimerais mieux être associé. Mais vous voyez, si l'Assemblée faisait une mission et associait le Sénat là-dessus, ce ne serait pas complètement idiot qu'à deux bouts du boulevard Saint-Germain, on traite ensemble le même sujet. C'est quand même souhaitable. Bon, maintenant, on a chacun notre méthode, et je pense que là où le mouvement citoyen doit intervenir, en tant que citoyen, en tant que contribuable, c'est précisément d'arriver à pousser de façon à ce que cette commission d'enquête ait lieu, parce que c'est notre travail parlementaire. Mais voilà, il faut que pendant ce temps-là, il n'y ait pas des raviolis au cheval, un problème avec Fessenheim, un autre souci qui nécessite une commission d'enquête, parce que notre droit de tirage, il est limité. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il est limité. Donc à un moment, dans un groupe politique, quand vous avez 51 sénateurs, ben, c'est pas toujours le même qui doit obtenir le droit de tirage. Moi, j'ai eu les réseaux djihadistes que j'ai demandé en juin 2014, 6 mois avant Charlie. Il faut quand même croire que j'étais sur le sujet. Et après, sur l'organisation de l'islam, où le travail du Sénat est le seul travail sérieux qui a été fait depuis ça. Donc si vous voulez, le droit de tirage ici, il est quand même bien utilisé. Voilà. Donc voilà, moi je pense qu'il faut plutôt militer dans le cadre d'une saisine par voie de pétition, par exemple, d'une commission d'enquête à la prochaine session. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Je suis Benoît Ménario. Je suis consultant dans la lutte contre la fraude identitaire et la fraude documentaire depuis une dizaine d'années. Et moi, j'ai l'impression que, bon, j'adhère à tous vos discours. Par contre, il faudrait mettre en point numéro 1 la sécurisation de l'enrôlement, du onboarding. Et ça, je pense que c'est un point qui va venir encore plus du fait de la digitalisation à venir avec les lignes. Alors, moi, j'ai une question pour savoir comment vous vous positionnez par rapport à la CNI en carte à puce. Et ça a été un gros problème parce qu'on voit tous nos pays voisins, que ce soit l'Espagne, que ce soit l'Italie, ils ont tous cette puce. Et cette puce, là, vous bloquez un nombre de sécurisations. J'ai travaillé 20 ans dans la monétique. D'accord. Alors, j'ai une double question. Quelle est votre position par rapport à France Connect? Et quelle est votre position par rapport à la mission de Valérie Pénaud? Alors, sur France Connect, moi je ne l'utilise pas, et donc je ne peux pas regarder la mission. En revanche, sur ce que vous dites sur la sécurisation des cartes d'identité, alors moi je suis un grand partisan de la biométrie. Voilà, donc en gros, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, on a deux options pour traiter le problème. Soit effectivement en attaquant dur sur 20 millions de stocks de dossiers, on cible les pays
potentiellement les plus fraudogènes en origine prétendue du document. Ouais, voilà, oui, parce qu'il faut bien comprendre que la nationalité prétendue du faux document ne correspond pas forcément, et en général ne correspond pas du tout à la nationalité du fraudeur. Voilà, les gens y fraudent en utilisant un document qui provient prétendument d'un pays dans lequel l'état civil n'est pas sécurisé. S'ils prennent un faux document algérien, ils ne sont pas forcément algériens. S'ils prennent un faux document irakien, c'était le cas de Strasbourg, le type n'était pas du tout irakien. Voilà, vous utilisez des faux documents parce que vous savez que dans tel et tel pays, c'est pas sécurisé, donc ça peut passer. Donc il faut bien faire cette décorrélation entre les deux. Je le dis tout le temps, mais ça va mieux en lisant. En revanche, donc deux options, soit vous attaquez en dur, et ça va prendre beaucoup de temps, je pense qu'on en a pour 5-6 ans, en faisant un marché public, en demandant à utiliser le code, etc., pour déconseiller le truc, et puis après expertiser. Soit vous avez l'autre option, qui est de refaire un enrôlement complet de la population, avec carte vitale, carte d'identité biométrique, et surtout carte de sécurité sociale biométrique, pour être sûr que tout le monde a une carte biométrique, parce qu'à ce moment-là, ce type de fraude, en fait, c'est des gens qui sont de multiples identités. C'est pas une fraude pour obtenir des titres de séjour, c'est une fraude pour obtenir des sous. Ce type de fraude ne permet pas d'obtenir un titre de séjour, c'est simplement d'obtenir de l'argent. Si vous passez sur un système biométrique, vous avez enrôlé l'ensemble de la population avec une carte vitale biométrique, qui peut servir après cette biométrie ou les empreintes, tout simplement, aussi sur la carte d'identité, etc. Si la personne veut se faire 2 identités ou 3 identités, vous aurez tout de suite l'alerte, parce que les paluches, elles vont parler immédiatement. Bon. Il se trouve qu'en France, on sait faire, on a des sociétés qui sont spécialisées là-dedans, on a fait de l'enrôlement en Afrique, on a fait de l'enrôlement en Inde, enfin, dans des pays où il y a beaucoup plus de population qu'en France. Donc techniquement, on sait faire. Il y aurait un petit coût, évidemment, de réenrôler tout le monde. Il faudrait le faire sur 1 ou 2 ans. Mais derrière, en expliquant aux gens, voilà, soit vous avez l'enrôlement biométrique et c'est bon, et si vous ne l'avez plus à partir d'une date T, bah, vous n'avez plus de prestations sociales, plus aucune. Voilà, là vous aurez réglé le problème. Merci. Juste pour rebondir, la question de l'identité numérique est très intéressante. Parce que sur cet aspect-là des choses, mais sur tout le reste, on est de plus en plus amené à acheter sur Internet. Et la question de cette identité numérique de la personne est vraiment un sujet, à mon avis, à développer. Je crois que le gouvernement avait, dans un premier temps, pensé à se pencher sur cette question-là, dont on n'entend plus du tout parler. Et c'est vrai que c'est dommage. Il y a la mission avec Valérie Pénaud qui est liée aux 3 ministères. Le ministère de la Justice, le ministère de M. Boudjad, enfin je ne sais plus son nom, Mouni, voilà. Et 3e, les affaires sociales, je crois. Et Valérie Pénaud a une mission bien déterminée sur l'identité numérique. On va attendre le résultat, sachant que quand on veut du biométrique et des empreintes, si vous mettez votre empreinte comme identifiant de votre portable, vous fragilisez le dispositif. Monsieur Sipré. Merci, je m'appelle Joël Blanville, je suis conseiller municipal d'opposition dans une ville socialiste du Val-de-Marne. Et je suis actuellement à la retraite en fonction au ministère de l'Intérieur et à la police technique et scientifique, où je vois un peu mutilé dans ce que vous êtes en train de dire. Vous confirmez qu'on ment pas? Non, ne mentez pas. Maintenant, si vous avez des conseils dans le domaine, je suis à votre disposition. J'ai suivi le projet de la police nationale des années 80 à 2004 sur les empreintes digitales, sur l'informatisation des empreintes digitales. Là, je peux vous écrire même plusieurs volumes sur le sujet. Et en particulier, qui est particulièrement efficace actuellement, je suis parti en retraite en fin 2004 et c'est le système donc, a mis un petit peu de temps à se roder parce que c'est pas évident à mettre en place et qui utilise notamment les empreintes palmaires qui n'existaient pas auparavant. Je peux vous dire que ça a été la croix et la bannière pour instaurer ce système, que les préjugés en la matière sont là. Nous avons assisté techniquement également à l'époque de l'OFPRA dans les années 90 pour mettre en place un système de contrôle, justement ça rejoint un petit peu la problématique, un système de contrôle des prestations. Donc du jour au lendemain, j'ai été amené à monter un système manuel et j'ai prouvé par A plus B que vous aviez des gens qui, sous une dizaine, une vingtaine d'alias, parce que l'administration d'identité, il n'y a pas de problème,
percevaient donc des allocations, et vous aviez des individus qui se baladaient en voiture de sport avec leur petite nana, qui faisaient le tour des préfectures et touchaient les allocations. Puis après les caisses étaient vides, donc les autres ils n'en avaient plus. Il n'y avait plus de ronds pour payer les autres. Donc cela m'importe. Cependant, j'ai deux questions quand même à vous poser. J'étais outré, scandalisé avant de venir à cette réunion, et là je suis effondré. Effondré de voir je tiens à m'énerver. Lâcheté de nos hommes politiques. Vous avez 2 minutes 30, monsieur. D'accord. Et donc, alors deux questions. Vous avez, si j'ai bien compris ou pas compris, il y aurait deux responsables là-dedans. Il y aurait la CAF peut-être qui doit être à côté de ce groupe, non ? Et peut-être la volonté politique. Et pourquoi la majorité actuelle ne s'engage pas plus dans ce système-là pour essayer de régler les choses? J'ai calculé, c'est combien 112 milliards quand même depuis 2011. Alors on fait suer les Français pour 3 francs 6 sous, et là on a 112 milliards qui s'envolent, et puis tout le monde trouve ça normal. Dernier point, j'ai deux choses à vous dire. J'ai deux dossiers sous le coude. Si vous voulez bien, je vous en parlerai. Merci. On fait ça après alors. Le traitement des aviseurs se fait hors caméra. Mais juste pour vous dire, oui, mais effectivement, la responsabilité, c'est pas tellement le politique, il faut regarder plutôt du côté des administratifs qui traitent les choses. Mais moi, je voudrais vous dire que moi j'étais très surprise parce que je trouve que pour une majorité nouvelle, c'est un très beau dossier parce qu'ils ne sont pas du tout responsables de la situation. Donc ils récupèrent la patate chaude. Je pense que moi j'aurais été à leur place, j'aurais fait un état des lieux parce que le premier qui a réagi c'était Fillon. Après il y a eu ce qu'il y a eu, il ne s'est plus rien passé entre 2011 et aujourd'hui, et c'était un très joli dossier pour quelqu'un qui est en disant écoutez, on va jouer carte sur table, il y a un problème, etc. Moi je pense que la volonté politique c'est celle-là, c'est aussi le poids de l'administration, parce que vous avez en cascade un certain nombre de gens, vous avez des administrations comme par exemple l'EDF, qui maintenant met 2 codes barres sur les factures parce que c'est des justificatifs de domicile dont on a besoin. Donc maintenant il n'y a plus un code barre parce qu'on s'est rendu compte qu'avec un code barre on pouvait frauder, donc maintenant ils en mettent 2. Et c'est pourquoi, je veux dire, tout ça, ça progresse. Et je pense qu'il y a un problème, et je crois que Mme Buzyn a raison, parce que ceux qui ont plus repris l'info et pas avec une bonne intention, ça a été l'extrême droite. Et quand elle dit que ça fait le jeu du Front National, c'est pas moi qui fais le jeu du Front National, c'est la situation qui fait le jeu du Front National. Et moi, j'y suis pour rien. Ceux qui me connaissent savent que c'est tout à fait le contraire. Donc voilà, je crois qu'il va falloir motiver les choses, et d'un point de vue technique, je pense que c'était un très beau dossier pour la nouvelle majorité. J'ai beaucoup de mal à comprendre, sinon quand même qu'après un peu d'expérience dans cette maison, il y a des sujets qui sont douloureux, et celui-là en fait partie. Il y avait la parité, madame d'abord. Alors moi je suis une simple citoyenne du 19e arrondissement. Il y a un petit micro. Ah oui, je suis vraiment novice. Donc je disais, je me présente, je suis Martine Chavillier-Pion. Je suis une simple citoyenne du 19e arrondissement. J'ai noté quelques aberrations et que notent aussi les citoyens dans leur quotidien. Et quand j'écoute effectivement qu'on ne fait rien au niveau politique, que faut-il que les citoyens fassent pour vous aider et que tout soit mis en route? Parce que là, l'agacement et je dirais la colère monte de plus en plus dans tous les quartiers. Il faut absolument que les citoyens contribuables et les citoyens qui doivent bénéficier de ces capitaux puissent en jouir le plus vite possible. L'année 2019 est catastrophique au niveau de l'énervement et de la colère des habitants et des contribuables. Donc, y a-t-il un fichier sur la carte vitale? Il faut le créer immédiatement. Et il ne faut plus attendre. Ensuite, vous avez... j'ai fait 45 ans de banque et j'étais justement à la conformité. Et j'ai partagé des dossiers effectivement assez compliqués en matière de fraude. Il y a effectivement des administrations qui sont mises en place. Il manque des moyens, il manque des outils. Eh bien moi je suis désolée, il vaut mieux mettre 100 000 personnes payées à 3 000 € pour contrôler, ça va nous faire récupérer 125 milliards. Mais il n'y a pas de compte à faire. C'est l'urgence immédiate.
Moi, je vous dis le sentiment de ce que j'entends dans mon quartier. Et c'est un tout petit quartier. Alors, d'abord, je vous remercie d'être venu. Cette maison est la vôtre, déjà pour commencer. Vous pouvez fermer votre micro, merci. Voilà, vous appuyez sur le petit bouton rouge. Non, mais, voilà. Donc, je vous remercie d'être venu. Cette maison est la vôtre. Comme je remercie Madame Lao qui est venue aussi. Voilà, c'est vous. Oui, c'est vous dont je parlais. Voilà. Donc je vous remercie, de toute façon je vous remercie d'être venu. Je pense que ce qu'il faut faire, d'abord je peux venir animer chez vous, on peut venir animer chez vous une réunion, ça c'est pas un souci. Et deuxièmement, je pense qu'il y a des pétitions, il y a suffisamment de moyens dans la République pour se faire entendre. Et je pense que l'agacement qui est arrivé avec les Gilets jaunes, à un moment, ça a fait cocotte minute. Et la réponse qu'on donne nous, c'est d'abord une réponse républicaine. Donc vous comprenez bien que les violences, les insultes, etc. ne font pas partie du dispositif, mais c'est surtout une participation massive aux prochaines élections, parce que c'est la voie de la République, et puis aussi, par voie de pétition, de saisir vos élus. Vous avez dans tous les journaux les éléments de vos débats, et je crois que vous avez assez d'éléments aujourd'hui pour demander des comptes, et nous, on se fera évidemment le porte-parole. Vous avez des députés, vous avez des sénateurs de Paris. Je pense qu'il n'y a aucun souci pour qu'on progresse ensemble. Notre volonté n'est pas affaiblie. Voilà. Monsieur Kédé. Oui, je précise, il y a normalement au moins 3 organes de presse dans la salle. Le Figaro est là, Le Monde est là et les Échos sont là. Vous pouvez aussi aller leur expliquer et témoigner en tant que citoyenne. Vous identifiez les journalistes qui sont quelque part dans la salle et vous leur dites ce que vous avez aussi à leur dire, parce que les médias sont là aussi pour porter, entre guillemets, la parole des citoyens témoins. Alors attendez, il est 41. Oui, il y avait les deux messieurs. Oui, non, mais je propose qu'on passe encore 3 questions et qu'on passe à la table suivante. Allez-y. Alors bonjour, moi Elastri, analyste financier chez le groupe Crédit Coopératif. Donc tout d'abord, je vous remercier pour animer cette réunion et je veux remercier en fait toutes les personnes présentes à la salle. J'ai une petite question, c'est plus au niveau, on a beaucoup parlé de la fraude fiscale, mais pas de l'optimisation fiscale. On n'a pas encore parlé de la fraude fiscale. On n'a pas encore parlé de la fraude fiscale. C'est la prochaine étape. Voilà. D'accord. Vous posez votre question après alors, ça va gagner du temps. D'accord, monsieur. Oui. Comme ça, on... Oui. Ouais. Ah non, vas-y. Merci. Juste revenir sur 2-3 petits points techniques. À l'époque où je travaillais, maintenant je suis en retraite, on avait quelques soucis, j'étais en compliance comme la dame derrière, on avait quelques soucis d'appliquer les règles, entre autres du CMF, du Code monétaire et financier, parce qu'on nous opposait systématiquement la CNIL. La CNIL,